Bienvenue et merci de nous retrouver en ce dimanche matin pour la seconde partie des émissions que nous consacrons aux reliques de deux grands disciples du Bouddha, Sariputta et Moggallana, à travers leur retour en Asie. Nous avons pu voir la semaine dernière qui étaient ces deux disciples, mais aussi comment leurs reliques ont été redécouvertes, avec notamment le rôle essentiel des Britanniques. Je vous propose de voir aujourd'hui plus précisément comment s'est déroulé le retour de ces reliques en Asie. Alors, quels sont les pays qui les ont accueillis tout au long de ce périple? Qu'en est-il du Tibet? Et enfin, où se trouvent-elles actuellement? Nous retrouvons sans plus attendre, pour en parler, notre invitée Françoise Wangtoutin. Françoise Wangtoutin, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme depuis une quarantaine d'années. Oui. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, également directrice scientifique de l'Institut d'études tibétaines du Collège de France, où vous étudiez notamment des textes anciens, chinois et tibétains. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas suivi notre émission de la semaine dernière, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui étaient ces deux grands disciples du Bouddha et, bien évidemment, l'objet de dévotion que sont ces reliques? Alors, Shariputra et Moggallana étaient deux amis d'enfance qui sont devenus ensemble religieux auprès de l'éveillé, auprès du Bouddha Shakyamuni, qui par leur pratique ont très rapidement obtenu l'état d'Arhat. Et ils sont quittés ce monde un petit peu avant le Bouddha lui-même. Et après avoir quitté ce monde, leur enveloppe corporelle a été brûlée. Il y a donc eu crémation. Et à la suite de cette crémation, des reliques sont apparues. Alors ces reliques, ce sont essentiellement des petits os et puis des perles extrêmement brillantes. Et ces reliques ont été partagées et puis envoyées à différents endroits pour participer à la bénédiction soit d'un stupa, soit d'une statue, soit d'un lieu. Et donc, c'est vraiment très important pour les bouddhistes, ces reliques, il faut le préciser. Je pense que, comme un petit peu dans toutes les grandes religions, en fait, les reliques jouent un rôle vraiment capital. C'est des objets de vénération. C'est des objets qui apportent énormément de bénédictions là où elles se trouvent, pour ceux qui les vénèrent, mais même à la limite, pour ceux qui ne les vénèrent pas, d'elles-mêmes, elles génèrent une très grande bénédiction. Alors, nous avons vu la semaine dernière qu'elles avaient été redécouvertes par les Britanniques, ramenées à Londres, puis reparties donc au Sri Lanka et en Inde. On s'était d'ailleurs arrêté à Calcutta, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé ensuite en Inde? Donc elles arrivent en Inde, à Calcutta, plus précisément en janvier 49. Et c'est une réception extrêmement solennelle et très officielle qui est faite par Nehru pour ces reliques. Comme si c'était un grand chef d'État, mais il y a également une ferveur populaire très grande. Et fait extrêmement important, il y a la participation commune de différentes traditions bouddhiques. Les différents religieux, qu'ils soient de tradition pali ou sanskrit, vont se réunir pour prier ensemble pour célébrer le retour des reliques. Alors j'insiste sur la participation de Nehru parce qu'on va le voir tout au long de ce périple. Nehru va être va être vraiment participer à ce retour des reliques. Et on pense il est probable que Nehru avait un intérêt personnel pour le bouddhisme, mais c'était également un élément très important pour lui au niveau politique. L'Inde venait d'avoir l'indépendance et elle avait besoin de se reformer une grandeur nationale. Et Nehru va vraiment s'appuyer sur le bouddhisme qui correspondait à la période de grandeur de l'Inde avec l'empereur Ashoka. Et il va lier le bouddhisme dans tous ses discours. À chaque fois qu'il accueille les reliques, il associe le discours d'amour, de bienveillance du Bouddha avec le discours d'Ahimsa de Gandhi, c'est-à-dire la non-violence. Et pour lui, ce patrimoine indien, il est fondé à la fois sur le bouddhisme et sur les discours, l'attitude de Gandhi. Et juste un détail, c'est pas un hasard si sur le drapeau national indien, on a le Dharma Chakra, c'est-à-dire la roue de la loi, et si l'emblème de l'Inde, c'est le pilier d'Ashoka. Donc, il y a une force du bouddhisme très importante à ce moment-là dans la formation de cette identité indienne, de cette jeune nation qui vient d'acquérir l'indépendance. Et donc, les reliques vont traverser l'Inde? Oui, elles vont traverser l'Inde, donc à chaque fois avec quelque chose de très, très officiel.
Au départ, l'idée était de faire en sorte qu'elles retournent à Sanchi, donc l'endroit où on les avait trouvées. Mais il était assez difficile de les replacer dans le stupa qui les avait abritées pendant des siècles. Donc l'idée a germé de construire un nouveau temple pour pouvoir les abriter. Et Sanchi, c'est à côté de Bhopal. Et à l'époque, il y avait le nawab de Bhopal, qui était de confession musulmane, mais qui a été extrêmement enthousiasmé par cette idée, qui a donné un terrain, de l'argent pour qu'on commence à construire ce temple pour abriter les reliques. Alors, en attendant que le temple soit construit, finalement, c'était une bonne chose parce qu'en fait, de partout, il y avait des demandes pour recevoir ces reliques qui avaient tant de bénédictions. Alors, elles ont été essentiellement dans la région du Bihar, à Patna, à Bodh Gaya, bien entendu. Elles ont également été à Sarnath, qui était un lieu très important. Et à ce moment-là, il y a notamment le Maharaja du Sikkim qui offre un coffre en or magnifique pour transporter ces reliques. Et de ce fait, eh bien, c'est son fils et sa fille qui vont porter les reliques en procession sur un éléphant magnifique dans toute la ville de Sarnath. Il y a une ferveur immense. Enfin, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Sarnath avait commencé à reconnaître un renouveau du bouddhisme, mais il est certain que ce voyage des reliques a contribué de façon très importante au retour du bouddhisme en Inde dans la population, a ramené une ferveur parmi la population. Très populaire donc. Hein. Et alors, ces reliques, bien évidemment, vont ensuite poursuivre leur périple dans l'Asie. Dans quel pays, plus précisément, Françoise Ventoutin ? Il y a eu la Birmanie, nous l'avions vu la dernière fois, où nous avait déjà fait une demande pour que les reliques viennent en Birmanie. Ils réitèrent cette demande et cette fois-ci, elles vont rester beaucoup plus longtemps. Oui, parce que c'était 10 jours la première fois. La première fois, c'était 10 jours uniquement à l'Ashwedagon. Et là, elles vont faire le tour de la Birmanie en avion. Et j'ai retrouvé les mémoires c'était un pilote australien. Qui conduisait le petit avion qui allait de ville en ville en Birmanie. Et dans ses mémoires, il dit que le souvenir le plus beau de sa vie, c'est ces moments-là, parce que chaque fois que son avion atterrissait, il disait qu'il y avait une telle ferveur, il n'avait jamais vu ça. Et c'était quelque chose qui l'a ému profondément, alors qu'il n'était pas lui-même spécifiquement bouddhiste. Donc ça a été des moments très forts. Les reliques sont également allées dans l'Assam, elles sont allées au Ladakh, à l'invitation de Bakula Rinpoche. Elles sont allées au Népal, là encore, et il y a un événement très important. La dynastie des ministres Rana venait d'être renversée par le roi, et ce roi était plutôt favorable au bouddhisme. Et il demande que les reliques viennent pour bénir ce nouveau gouvernement qu'il avait mis en place. Elles vont également aller au Cambodge. Le roi Sihanouk, c'était encore un protectorat français, mais il demande quand même que ces reliques viennent bénir la terre du Cambodge. Alors il y avait d'autres demandes qui avaient été faites, mais c'était difficile de satisfaire toutes les demandes. On imagine bien. Et qu'en est-il du Tibet ? Alors le Tibet, c'est un événement très important parce que au moment où les reliques devaient aller au Sikkim, à Kalimpong et à Darjeeling, donc à la frontière avec le Tibet est en train de connaître vraiment une situation extrêmement dure et catastrophique, puisque c'est l'invasion chinoise qui commence. Et Sa Sainteté le Dalai Lama, à cette époque, n'est âgé que d'une quinzaine d'années. Et la situation est tellement critique qu'en fait, on va avancer la cérémonie d'intronisation en tant que Dalai Lama. Normalement, elle a lieu à 18 ans et en fait, à 15 ans, on commence, il est déjà intronisé. Et un mois après, l'avancée des troupes chinoises est tellement menaçante qu'il est décidé de faire en sorte que le Dalai Lama, Sa Sainteté le Dalai Lama, quitte Lhasa. Alors c'est son premier exil, ou plutôt un semi-exil, parce qu'en fait il va aller juste à quelques kilomètres de la frontière avec l'Inde. Mais du coup il se trouve très très proche du Sikkim, de Darjeeling et de Kalimpong. Et il va profiter de ce séjour, c'est dans la ville de Bromo, qui est aussi connue comme Yatung, pour inviter les reliques. Alors, donc c'est une invitation officielle. C'est une invitation tout à fait officielle, et c'est vraiment une implication du Tibet en tant qu'État, tout comme les autres États, pour inviter ces reliques. Il est tout jeune, mais c'est finalement sa première, on va dire,
apparition en public, il va donner des enseignements, il va donner sa première initiation d'Avalokiteshvara. La population, alors il y a une ferveur énorme, il y a à la fois les reliques et il y a à la fois cette possibilité de voir sa sainteté le Dalai Lama. Et Heinrich Heirer, qui avait passé plusieurs années au Tibet, il était justement sur le chemin du retour, il allait quitter le retour et il est là à ce moment-là. Et il prend des photos magnifiques. Et quand il rentre en Occident, ces photos vont faire la une du magazine américain Life. Elles sont magnifiques. Cette tournée des reliques de 49 à 52, elle a été un petit peu oubliée. Pourtant, c'est vraiment un événement très, très important parce qu'il y a à la fois, pour la première fois, cette rencontre entre toutes les traditions bouddhiques qui se rejoignent, la tradition pali, sanscrite, pour célébrer ces reliques. Leur passage va également marquer des grands moments du pouvoir temporel en Asie. Alors, ces reliques, on vient de parler du Tibet, elles poursuivent leur voyage en Asie. Elles sont enchâssées. Que se passe-t-il ? Elles vont revenir, bien entendu, en Inde. Et puis, en 1952, ça y est, le temple de Sanchi est prêt, le Chetty Yagheri Vihara est prêt. Et donc, il y a de grandes cérémonies, toujours dirigées par Nehru, mais également avec de très grands maîtres. Il y a des prières, bien entendu. Et une part des reliques va être enchâssée définitivement. Alors, pourquoi une part ? Parce que Unu avait demandé qu'une petite partie soit déposée à Rangoon et le Sri Lanka avait demandé également qu'une petite partie soit conservée à Ceylan. Alors, Unu va utiliser cette toute petite partie des reliques de Shariputra et Madhgalyayana pour consacrer la grande pagode de Kaba Aye qu'il va fonder en 1952. Donc là, on est en Birmanie. En Birmanie, en préparation du grand concile qui aura lieu en Birmanie de 54 à 56. Donc pour ceux qui vont en Birmanie, on peut encore saluer, aller rendre hommage à ces reliques dans cette grande pagode, la pagode de la paix, on l'appelle, de Yangon. Et pour le reste, alors ? Eh bien, elles sont donc dans... La plus grande partie se trouve dans le Chetty Yagheri Vihara de Sanchi. On peut tout à fait le visiter de nos jours, donc aller rendre hommage à ces reliques. Voilà, donc je voulais en parler parce que c'est un épisode qui a été un petit peu oublié. En fait, moi-même, je ne le connaissais pas. C'est en travaillant sur un journal tibétain que nous avons dans le fond de la bibliothèque à l'Institut d'études tibétaines du Collège de France. C'est un des tout premiers journaux tibétains qui a été fondé de 1925 à 63 et il donne une part très très importante à ces épisodes. Et puis en fait, je me suis aperçue que dans beaucoup de journaux asiatiques, qu'ils soient en langue locale ou en langue anglaise, on a donné une très grande importance à cet événement. Mais pourtant, on en parle moins. Et je pense que c'était un événement émouvant, très fort, et qui mériterait peut-être qu'on lui consacre un ouvrage, ce que j'espère faire dans les prochains mois. Eh bien, c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Françoise Wang-Toutin. Je vous remercie de m'avoir reçue. Si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, le livre de notre invitée Françoise Wang-Toutin avec Bouddha aux éditions Entrelacs. Vous retrouverez ici une présentation de la sagesse du Bouddha dans ce qu'elle a d'éternel, dans sa profondeur et son dynamisme, à travers différents chapitres comme ceux consacrés à ses premiers enseignements, la nature de Bouddha ou encore la compassion. Bouddhisme sous la direction de Kevin Trainor aux éditions Evergreen. Cet ouvrage est une véritable introduction au bouddhisme, composé de nombreuses illustrations en couleurs, un glossaire récapitulant les termes essentiels ainsi que d'un index détaillé. Les thèmes abordés apportent un éclairage passionnant sur l'existence humaine et les interrogations de l'homme du XXIe siècle, toujours en quête de sens. Et enfin, La pensée du Bouddha de Richard Crombrich aux éditions Le Prunier Sully. Ce livre se présente comme une introduction à la pensée du Bouddha et démontre que par l'étude des textes, il est possible de retrouver la pensée originelle du Bouddha, mais aussi d'en apprécier la cohérence et l'originalité en la mettant en relation avec le contexte historique des traditions brahmaniques et jaïnes. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV et le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.